Salam alaikum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la correction de l'examen analyse 2 de cette année, c'est-à-dire l'année 2021-2022 de la faculté des sciences de Meknès. Alors, l'examen, il est affiché devant vous. Je vous laisse un moment pour recopier l'examen. Alors, une petite remarque, il y a une liaison avec les questions de cours, exercice 1 et l'exercice 11. Alors, question 1 de l'exercice de cours est liée avec la première partie de l'exercice 11. Et question 2 est liée avec la deuxième partie. D'accord? On va voir ça dans la correction. Alors, on commence par l'exercice numéro 1. Alors, on commence par l'exercice 1, question de cours. Première question, comme vous voyez, f et g de fonctions définies et continuées sur un intervalle 1 plus l'infini, et f et g sont équivalents au voisinage de plus l'infini. Est-ce que ça est suffisant pour dire que f et g ont même nature? Ben non. Pourquoi? Parce qu'on a besoin encore d'une autre condition. C'est que f et g doivent être de signes constants au voisinage de plus l'infini. D'accord? En général, si on travaille dans un intervalle de la forme AB, c'est-à-dire qu'on a problème au voisinage de B, alors si f est équivalent à B moins à G, et f et g ce sont deux fonctions continues sur l'intervalle AB, alors on ne peut pas dire que l'intégrale de f entre A et B et l'intégrale de G entre A et B ont même nature. Mais si la condition que f et g ont des signes constants, c'est-à-dire soit positif, soit négatif, alors dans ce cas, on peut dire qu'ils ont même nature, c'est-à-dire soit elles sont convergentes, soit elles sont divergentes, les deux en même temps. D'accord? Alors, f de x et g de x, l'intégrale de f de x, d de x et l'intégrale de g de x, d de x seraient de même nature si f de x et g de x ont un signe constant au voisinage de plus l'infini. D'accord? Deuxième question. H est une fonction définie et continuée sur l'intervalle 1 plus l'infini, telle que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de h de x, d de x converge. Et la limite de h de t existe. Alors, c'est quoi la limite de h de t? Regardez bien. On a dit que une propriété très importante, si on travaille, par exemple, comme j'ai dit, si on travaille, je vais effacer ça, si on travaille sur un intervalle de la forme A plus l'infini. Suivez-moi s'il vous plaît. Alors, on a une propriété. F est une fonction continue sur l'intervalle A plus l'infini. D'accord? Si la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, appartient à r étoile barre. Cela implique directement, on peut dire que l'intégrale entre a et plus l'infini de f de x, d de x diverge. D'accord? Alors regardez bien, c'est-à-dire si je calcule par exemple la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, je trouve que c'est 1 ou bien moins 5 ou bien plus l'infini ou bien moins l'infini ou bien n'importe quelle valeur à part 0. D'accord? À part 0, je peux assurer directement que l'intégrale est diverge. À part 0, ou bien si je trouve que... D'accord? Si je calcule directement la limite de f de x, je trouve un nombre non nul ou bien infini,
alors je peux assurer directement que f de x, d de x diverge. D'accord? Mais si je calcule la limite de f de x et au voisinage de plus l'infini, je trouve que c'est 0, alors je ne peux rien dire. Je ne peux pas assurer que l'intégrale converge. D'accord? Aussi, si je trouve que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini n'existe pas, alors aussi je ne peux pas assurer que l'intégrale diverge. Je peux l'assurer seulement si je trouve que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini appartient à R étoile barre. D'accord? Mais la réciproque, c'est quoi la négation de cette propriété? La négation de cette propriété, c'est que l'intégrale, la négation, d'accord? Alors la négation, c'est-à-dire P implique Q équivalent à dire que nom de Q implique nom de P. D'accord? Ça, c'est logique. Donc, c'est quoi le nom de cette propriété? C'est que l'intégrale diverge. Alors, si l'intégrale entre plus l'infini et f de x converge, alors cela implique que la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini n'appartient pas à R barre étoile. Qu'est-ce que ça veut dire f de x n'appartient pas à R barre étoile? Alors il existe deux situations. Alors implique que la limite de f de x soit égale à 0 ou bien la limite de f de x n'existe pas. D'accord? Alors toujours, si l'intégrale entre a et plus l'infini d'une fonction converge, alors automatiquement que la limite de f de x soit égale à 0, soit n'existe pas. Puisque dans l'exercice, on a h fonction définie et continuée sur 1 plus l'infini, tel que, regardez, on a l'intégrale de h de x, d de x entre 1 et plus l'infini converge, c'est-à-dire la négation converge, alors automatiquement cela implique que la limite de f de x soit égale à 0, soit n'existe pas. Puisque l'exercice dit que la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini existe, alors forcément la limite de f de x égale à 0. De la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini égale à 0. J'espère que c'est clair. Pour l'exercice 2, alors on pose f de t égale à sinus de t sur la racine de t et g de t c'est sinus de t sur la racine de t plus sinus au carré de t sur t. Première question, on doit montrer que quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, on a l'intégrale entre 1 et x de f de t dt égale cos de 1 moins cos de x sur la racine de x moins 1 sur 2, l'intégrale entre 1 et x de cos de t sur t à la puissance 3 demi. Alors on va utiliser tout simplement une intégration par partie. Alors on va prendre u' égale à sinus de t et v de t égale 1 sur la racine de t, c'est-à-dire t à la puissance moins 1 demi. Alors on aura que u, une primitive de sinus de t, c'est moins cosinus de t, parce que le dérivé de cos c'est moins, avec le moins ça sera sinus. Et la dérivée de t moins 1 demi, c'est moins 1 demi t à la puissance moins 1 demi moins 1. Moins 1 demi moins 1, c'est moins 3 sur 2, donc c'est moins 1 sur t à la puissance 3 sur 2. Donc on aura l'intégrale entre 1 et x de f de t dt, c'est l'intégrale entre 1 et x de sinus de t sur la racine de t. Alors, c'est quoi? C'est i fois v, c'est-à-dire c'est moins cos de t, v de t, c'est moins cos de t sur la racine de t, entre 1 et x, moins, ici moins fois moins c'est plus, donc c'est moins 1 demi l'intégrale entre 1 et x de cos de t fois
t à la puissance 3 sur 2. Sur t à la puissance 3 sur 2. Donc, c'est quoi? C'est quoi ça? C'est moins cos de x sur la racine de x. Moins, c'est plus cos de 1 sur la racine de 1, moins 1 sur 2, l'intégrale de cos de t sur t à la puissance 3 sur 2, dt. Donc, je vais changer ça, c'est cos de 1 moins cos de x sur la racine de x, moins 1 sur 2, l'intégrale de cos de t sur t à la puissance 3 sur 2, c'est ce que la question demande. Question B. On déduire que l'intégrale entre plus l'infini de f de t dt converge. Alors, c'est quoi l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de t dt? C'est la limite de cette intégrale quand x tend vers l'infini. D'accord? C'est la limite de l'intégrale qu'on a déjà calculée quand x tend vers l'infini. Alors, on a l'intégrale entre 1 et plus l'infini de f de t dt, c'est quoi? C'est la limite de l'intégrale entre 1 et x quand x tend vers l'infini de f de t. Donc, c'est la limite de cette quantité de cos de 1 moins cos de x sur la racine de x, etc. Je fais ici une parenthèse. Donc, la limite de cos de x sur la racine de x quand x tend vers plus l'infini, il est clair que c'est 0. Donc, il reste ici, c'est cos de 1, voilà, moins 1 sur 2, ici, entre 1 et plus l'infini, c'est-à-dire x tend vers plus l'infini, c'est moins 1 sur 2, 1 plus l'infini de cos de t sur 3 sur 2. Alors, pour montrer que cette intégrale est convergente, il suffit de montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de cos de t sur t à la puissance 3 sur 2 est convergente. Alors, d'autre part, on a quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, la valeur absolue de cos de t sur t à la puissance 3 sur 2, il est inférieur à 1 sur t à la puissance 3 sur 2. Pourquoi? Parce que la valeur absolue toujours de cos de t il est inférieur à 1. Donc, je peux diviser sur t à la puissance 3 sur 2 dans les deux côtés. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a cette intégrale et converge parce que c'est l'intégrale de Riemann alpha égale à 3 sur 2 supérieur à 1. Et les conditions de la propriété de comparaison elles sont bien vérifiées. Pourquoi? Parce qu'on a les deux fonctions x qui fait associer cos de t, pardon, ici t. La fonction qui fait associer t par cos de t sur t à la puissance 3 sur 2 et la fonction qui fait associer t par 1 t à la puissance 3 sur 2, c'est-à-dire cette fonction et cette fonction, elles sont continuées et ont le même signe, pas un même signe, mais un signe constante, c'est-à-dire qu'elles sont positives au voisinage de plus l'infini. D'accord? Donc on peut appliquer le théorème de comparaison, donc on peut déduire que l'intégrale de cos de t sur t 3 sur 2, puisqu'on a ici la valeur absolue, donc est absolument converge. D'accord? Alors on peut dire que absolument converge. Pourquoi? Parce qu'on a ici valeur absolue. Et on sait que l'intégrale qui est absolument converge implique qu'il est converge. La convergence absolue implique la convergence simple. D'accord? Alors, puisque l'intégrale est absolument converge, donc il converge, ce qui implique, alors on a trouvé que cette intégrale converge, donc l'intégrale de f de t dt et converge aussi. On passe à la question C. Alors, petit c, on doit montrer que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de cos de t sur t dt converge. Pour cela, on va utiliser règle d'Abel. Alors, la règle d'Abel, elle est affichée devant vous. Alors, on doit vérifier les conditions de la règle d'Abel pour dire que l'intégrale converge. Pour cela, on doit choisir deux fonctions qui vérifient la règle d'Abel. Alors, les deux fonctions. Première fonction, c'est t cos de t, c'est la fonction g. Et la fonction t1 sur t, c'est la fonction f. D'accord? Alors,
on a les deux fonctions, premièrement, sont continuées sur 1 plus l'infini. Alors, les données de la règle sont vérifiées. Et aussi, la fonction qui fait associer t, la fonction qui fait associer t par 1 sur t, elle est comment? Positive et décroissante sur 1 plus l'infini, parce que la dérivée de 1 sur t, c'est moins 1 sur t au carré. C'est toujours négatif, donc il est décroissant et aussi de limite égale à 0 quand t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire la limite de 1 sur t quand t tend vers l'infini égale à 0. Alors, condition vérifiée aussi. Troisième condition, si quel que soit x appartient à 1 plus l'infini, l'intégrale entre 1 et x de cos de t est primitive de cos de t, c'est sinus de t sur 2. D'accord? Une primitive, c'est sinus de t sur 2, parce que la dérivée de sinus de t sur 2, c'est 2 fois cos de t sur 2, c'est-à-dire cos de t. Entre 1 et x, c'est-à-dire sinus 2x sur 2 et moins sinus de 1 sur 2, c'est-à-dire la valeur absolue, c'est la valeur absolue, c'est 1 demi sur la valeur absolue de 2x moins sinus de 1. Alors ça, c'est inférieur à 1, cette valeur absolue, c'est inférieur à 1 demi fois 2. D'accord? Parce que toujours, la valeur absolue de sinus de A moins sinus de B est inférieure à 2 pour tout A et B dans R. Ou bien cos de A moins cos de B, toujours inférieur à 2. D'accord? Donc tout ça est inférieur à 1. 1, c'est n dans la règle d'Abel. Alors, donc, on peut dire, d'après règle d'Abel, l'intégrale de cos de t sur t dt converge. D'accord? Maintenant, petit d, on déduit de ce qui précise que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g de t est diverge. D'accord? Alors, on a g de t, c'est sinus de t sur la racine de t plus sinus au carré de t. C'est-à-dire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g de t dt, c'est l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus de t sur la racine de t. Ici, on a oublié dt, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus au carré de t sur t dt. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que le premier intégrale est converge. D'accord? Alors, pour montrer que g est diverge, on doit montrer que la deuxième intégrale diverge. Pour avoir converge plus diverge égale converge. Parce que regardez, si on a deux intégrales, l'un converge et la deuxième converge, alors cela donne que l'intégrale somme est converge. Si on a converge plus diverge, alors ça implique l'intégrale diverge, ou bien diverge plus converge implique diverge. D'accord? Diverge plus diverge, on ne peut rien dire. D'accord? Alors, si on a une intégrale, d'accord, se compose de deux intégrales, les deux intégrales sont converges, alors on peut dire qu'elles convergent. L'un des intégrales est diverge et l'autre converge, on peut déduire automatiquement qu'il est diverge. Si les deux intégrales sont diverges, alors on ne peut rien conclure. On va essayer autre chose. D'accord? Alors l'intégrale g de t égale la somme de deux intégrales. L'un de ces intégrales y converge. Alors pour montrer que g de t, l'intégrale de g de t diverge, on doit montrer que l'intégrale de sinus au carré de t sur t est diverge. Alors, déterminons la nature de 1 plus l'infini de sinus au carré de t sur t dt. Alors, une indication, si sinus au carré de t c'est 1 moins cos de t sur 2, c'est-à-dire que l'intégrale de sinus au carré sur t entre 1 et plus infini, ça va égal
c'est 1 moins cos de t sur 2 t dt. Alors j'ai remplacé sinus au carré par 1 moins cos de t sur 2 dt. Alors je sépare l'intégrale, donc c'est 1 sur 2 l'intégrale de 1 sur t, d'accord, moins 1 sur 2 l'intégrale de cos de t sur t, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on a? On a première intégrale de t sur t et diverge. Pourquoi? Parce que alpha ici égale à 1, c'est inférieur ou égal à 1. Donc diverge. Parce que les intégrales, pour avoir une convergence, c'est a supérieur strictement à 0, pour avoir converge de 1 sur x à la puissance alpha, alpha doit être supérieur strictement à 1. Si alpha supérieur strictement à 1, alors on peut dire que l'intégrale converge. Si alpha inférieur ou égal à 1, donc l'intégrale diverge. Alors, c'est ce qu'on a ici. On a alpha égal à 1, il est inférieur ou égal à 1, donc l'intégrale diverge. D'accord? Et d'après la question C, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que l'intégrale de cos de t sur t est converge. D'accord? Et d'après C, on a l'intégrale cos de t sur t et converge. Alors regardez, on a l'intégrale de sinus au carré sur t égale 2 intégrales. Première intégrale, ce première intégrale diverge, plus ou bien moins, deuxième intégrale converge. Alors diverge plus converge implique diverge. D'accord? Alors on peut dire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de sinus au carré de t dt diverge. Alors on a trouvé que cette intégrale est diverge, et puisque cette intégrale converge, et puisque l'intégrale de sinus de t sur t converge, alors on peut déduire tranquillement que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g de t dt est diverge. D'accord? On passe à la deuxième partie de l'exercice. Avant de passer à la deuxième partie de l'exercice 2, on a encore la question E. La question E, c'est calculer la limite de j de t sur f de t quand t tend vers l'infini et conclure. Alors, la limite de j de t sur f de t, c'est la limite de sinus de t sur la racine de t plus sinus au carré de t sur sinus de t, la racine de t. Alors, je vais utiliser CA plus C sur B égale CA sur B, c'est-à-dire que je vais séparer plus C sur B. Donc, si ça sur ça égale à 1, plus sinus au carré de t sur sinus de t sur la racine de t. Alors, je vais multiplier premier élément fois l'inverse de cette quantité. Donc, sinus au carré sur t fois l'inverse, racine de t sur sinus de t. Donc, c'est la limite de 1 plus sinus de t sur la racine de t quand t tend vers plus l'infini. Alors, la limite de sinus de t sur racine de t égale à 0. C'est clair, il est bien évident, car quel que soit t appartient à 1 plus l'infini, on a toujours sinus de t est compris entre 1 et moins 1. Je divise sur la racine de t, puisque la racine de t est positive. Alors, la limite de 1 sur racine de t quand t tend vers l'infini, c'est 0. Et la racine de moins 1 sur racine de t quand t tend vers l'infini, c'est 0. Donc, d'après le théorème de Jondal, la limite de sinus de t sur racine de t, c'est 0. Donc, cette limite veut 1. D'accord? Alors, conclusion. Alors, ici, l'objectif de la première partie de cet exercice, il est lié avec la première question du cours de l'exercice 1. D'accord? Alors, première question du cours de l'exercice 1, c'était sous quelles conditions, si on a, regardez, si on a deux fonctions f et g qui sont continuées sur un intervalle 1 plus l'infini, avec f est équivalent à g, alors sous quelles conditions l'intégrale de f de 1 jusqu'à plus l'infini et l'intégrale de g seraient de même nature. D'accord? Alors, on a dit que la condition, c'était que f et g doivent être de signe constante au voisinage de plus l'infini. C'est-à-dire que f elle doit être de signe constante et g doit être de signe constante au voisinage de plus l'infini. D'accord?
Alors, c'est une condition qui est très importante pour vérifier la nature des intégrales. Pour l'équivalence. Alors, pour la conclusion, on a la limite de g de t sur f de t quand t tend vers plus l'infini égale à 1, ce qui implique que g est équivalent à f en plus l'infini. Mais, on a trouvé que l'intégrale f de t entre 1 et plus l'infini y converge, et l'intégrale entre 1 et plus l'infini de g de t dt et diverge, on a trouvé ça. Alors, c'est-à-dire que même si g est équivalent à f, d'accord, l'intégrale de f de t entre 1 et plus l'infini et l'intégrale de g de t entre 1 et plus l'infini n'ont pas même nature, car elles n'ont pas une signe constante au voisinage de plus l'infini. Voilà, j'ai donné un exemple. Par exemple, au voisinage de l'infini, on peut prendre, pour tout n appartient à n, t, si t égale à pi sur 2 plus 2pn, alors f de t, ça va égaler, c'est 1 sur la racine de t, parce que sinus de pi sur 2 plus 2pn, c'est sinus de pi sur 2, c'est 1 sur racine de t, c'est positif. Et si t, si on prend t égale à moins pi sur 2 plus 2pn, f de t, c'est moins 1 sur 2t. C'est-à-dire même au voisinage de l'infini, la fonction prend des valeurs positives et négatives, même elles sont très petites, mais elles jouent avec les valeurs négatives et positives jusqu'à arriver à 0. Donc, elle n'a pas une signe constante. C'est pour cela qu'on n'a pas trouvé les conditions de la propriété que si g est équivalent à f, mais on doit encore ajouter la condition et g et f ont une signe constante. Dans ce cas, on peut dire que l'intégrale de g et l'intégrale de f ont même nature. Mais ce n'est pas le cas ici. Pourquoi? Je répète, pourquoi? Parce que f et g, elles n'ont pas une signe constante. D'accord? Maintenant, on passe à la deuxième partie de l'exercice. Deuxième partie, on pose h de t égale à sinus de t au carré. Petit a, on doit calculer h de la racine de np pour tout n et la h de p sur 2 plus 2 np. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quel que soit n appartient à n, h de la racine de np, alors je remplace t par la racine de np, c'est sinus de np. Sinus de np, c'est-à-dire toujours 0. Alors, c'est les points ici et ici. Toujours pour tout n, np, soit ici, soit ici. C'est n impair, alors le point, ça sera ici. C'est n et impair, la point, ça sera ici. Et dans tous les cas, le sinus égal, c'est 0. D'accord? Et on a, quel que soit n appartient à n, h de la racine de pi sur 2 plus 2 np, c'est sinus de la racine au carré, c'est-à-dire c'est sinus de pi sur 2 plus 2 np. Toujours, chaque sinus de x plus 2kp, ou bien 2np, c'est toujours sinus de x. D'accord? Alors ça, c'est sinus de p sur 2. D'accord? Parce que 2np, c'est une tour. Donc, si sinus de pi sur 2, c'est quoi sinus de pi sur 2? C'est 1. D'accord? Alors maintenant, on doit déduire que h n'admet pas de limite en plus l'infini. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la fonction h est continue sur R. On suppose que h n'admet pas une limite L appartient à R bar. D'accord? En supposant que h admet une limite L appartient à R bar, c'est-à-dire admet une limite soit finie, soit à infini. D'accord? On suppose que la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini égale à n. N soit un nombre fini, soit infini. D'accord? C'est-à-dire que la limite existe en plus l'infini. Alors, puisque h est continu, alors on aura quel que soit
la suite xn réelle, quelle que soit la suite réelle xn, c'est-à-dire d'éléments réels, tels que la limite de xn quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, on aura forcément que la limite de h de xn quand n tend vers plus l'infini égale à n. D'accord? Ça, c'est la définition de la limite. Alors, je répète. Alors, pour toute suite xn réelle, qui vérifiait la limite de xn quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, on aura que la limite de h de xn quand n tend vers l'infini égale à n, parce qu'on a supposé que h admet une limite n qui appartient à n bar. D'accord? Alors, puisque la racine de np, la suite, la racine de np quand n tend vers plus l'infini égale à plus l'infini, et la limite de la suite, la racine de pi sur 2 de Pn quand n tend vers l'infini égale à aussi l'infini, alors on aura forcément que la limite de h, la racine de np quand n tend vers plus l'infini égale, c'est la limite de h, la racine de pi sur 2 plus de np quand n tend vers l'infini égale à n. Parce que pour toute suite qui vérifie la limite de xn n tend vers l'infini, il vérifie cette équation, c'est-à-dire la limite de hxn égale à n quand n tend vers l'infini. C'est-à-dire que la limite de cette suite égale à n, et la limite de h de cette suite c'est n, et la limite de h de cette suite égale à n. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on aura? On aura 0 égale à 1, parce que h de la racine de np c'est 0, et h de la racine de pi sur 2 plus de n de Pn, c'est 1, alors on aura 0 égale à 1, ce qui est absurde. Donc h n'admet pas de limite. D'accord? Alors, petit b, on doit montrer que l'intégrale h de t entre 1 et x égale à, c'est l'intégrale entre 1x au carré sinus de i sur la racine de i, quel que soit x appartient à 1 plus l'infini. C'est facile, il suffit de faire un changement de variable i égale à t au carré. D'accord? Alors on pose i égale à t au carré. Alors d de i c'est de t dt, c'est-à-dire que dt c'est d de i, je remplace t ici par la racine de i, donc d de t, je peux la remplacer par d de i sur 2 racines de i. Donc, l'intégrale entre 1 et x de h de t dt, ça va égal, c'est l'intégrale entre 1 et x, je remplace h de t, c'est sinus au carré de t dt. Alors, je vais remplacer t au carré par i, c'est sinus de i, et je vais remplacer dt par d de i sur 2 la racine de i. Donc, j'aurai, c'est 1 sur 2, 1x au carré, parce que je dois changer les bornes. Quand t égale à 1, u, ça va égal à 1. Et quand t égale à x, u, ça va prendre x au carré. Donc, c'est la question demandée. Maintenant, petit c, on doit déduire la nature de l'intégrale entre 1 et plus l'infini de h de t. Donc, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de h de t, c'est la limite de l'intégrale entre 1 et x quand x tend vers plus l'infini de h de t, c'est-à-dire, c'est quoi l'intégrale entre 1 et x? On a trouvé, c'est l'intégrale entre 1 et x au carré sinus de i, donc c'est la limite de 1 sur 2, ici on a oublié 1 sur 2, alors la limite de 1 sur 2 quand x tend vers plus l'infini de l'intégrale entre 1 et x carré sur sinus de i, la racine de i, d de i. Donc, quand x tend vers l'infini, x au carré, ça va tendre vers l'infini. Donc, ça va égal, c'est 1 sur 2, l'intégrale entre 1 et plus l'infini, sinus de i sur la racine de i, d de i. Et d'après la partie 1, question B, on a montré que l'intégrale entre 1 et plus l'infini du sinus de i sur la racine de i, d de i converge. D'accord, cette intégrale converge, et puisque l'intégrale égale 1 sur 2, mais c'est intégrale, donc on peut déduire que l'intégrale entre 1 et plus l'infini de h de t dt converge. On passe à
les autres questions. Question, qu'est-ce que peut-on conclure? Alors, on conclut que même si on a la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini n'existe pas, alors l'intégrale de h de t entre 1 et plus l'infini converge. C'est-à-dire, on a la question 2 de l'exercice 1 et la deuxième partie de l'exercice 2 expliquons bien la propriété que si on a h est une fonction qui est continuée sur un intervalle a plus l'infini et que l'intégrale entre a et plus l'infini de h de t converge, alors on aura la limite de h de t quand t tend vers plus l'infini soit égale à 0, soit n'existe pas. D'accord? Alors si une fonction est continuée sur un intervalle a plus l'infini, tel que l'intégrale entre a et plus l'infini de h de t converge, alors la limite de h de t quand t tend vers l'infini soit égale à 0, soit n'existe pas. Et il n'y a pas autre limite que 0 ou bien n'existe pas. On passe à la troisième exercice. Exercice 3. Soit alpha un nombre réel, f et g deux fonctions continuées sur un intervalle i de r. Considérons l'équation différentielle y' égale à f de xy plus j de xy à la puissance alpha. L'équation sera nommée 1. Première question, on doit déterminer la nature de l'équation 1 suivant les valeurs alpha. D'accord? Il est clair que si alpha égale à 0, c'est-à-dire y à la puissance z0, y à la puissance 0, c'est 1, alors l'équation 1 sera devenir y' égale à f de xy plus g de x. Y' f de xy plus g de x. Et ça, c'est la formule d'une équation linéaire de premier ordre. D'accord? Alors, si alpha égale à 0, on va obtenir une équation linéaire de premier ordre. Si alpha égale à 1, alors l'équation 1, ça va devenir y' égale à f de xy plus g de xy. Alors, je factorise par y, c'est y' f de x plus g de xy. C'est une équation linéaire homogène, c'est-à-dire sans second membre. D'accord? Alors, si alpha appartient à r moins 0, 1, c'est-à-dire différente de 0 et 1, l'équation 1 est une équation de Bernoulli. D'accord? Deuxième question. Alors, alpha appartient à r moins 0, 1. On pose z égale à 1 sur y, alpha à la puissance moins 1. Montrer que z' égale à 1 moins alpha f de x, z plus 1 moins alpha g de x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a y' égale à f de xy plus g de xy à la puissance alpha. On divise les deux membres de l'équation, c'est-à-dire 7 membres et 7 membres, par y à la puissance alpha. Alors, je vais trouver ici, c'est y' sur y à la puissance alpha. Et c'est f de x fois y sur y à la puissance alpha. Je vais y, regardez, y sur y à la puissance alpha. C'est-à-dire, c'est 1 sur y à la puissance alpha fois y moins 1. C'est y à la puissance alpha moins 1. Et ici, y à la puissance alpha sur y à la puissance alpha, c'est 1. Donc, c'est g de x. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a posé? On a posé z égale à 1 sur y à la puissance alpha moins 1. Ce qui implique que z' égale, c'est sa prime. D'accord? Donc, si 1' fois y à la puissance alpha moins 1, c'est 0. D'accord? Fonction sur fonction. C'est-à-dire, le dérivé de 1 fois ça, c'est 0. Plus, moins, le dérivé de y à la puissance alpha moins 1, sachant que y est une fonction. D'accord? C'est-à-dire y est une fonction. Y à la puissance alpha moins 1 prime, c'est quoi? C'est alpha moins 1
y' à la puissance alpha moins 1 moins 1. D'accord? Donc, c'est moins alpha moins 1 y' à la puissance alpha moins 2 sur y à la puissance alpha moins 1, le tout au carré, c'est-à-dire 2 fois alpha moins 1. D'accord? Donc ici moins, il sera 1 moins alpha moins 1 avec moins, c'est 1 moins alpha fois ici, c'est 2 alpha moins alpha. Et ici, moins 2, c'est 0, donc c'est y' sur y à la puissance alpha, ce qui implique que y' sur y à la puissance alpha, c'est z sur 1 moins alpha. D'accord? Y' sur y à la puissance alpha, c'est z sur 1 moins alpha. Donc, je peux remplacer. Alors, je vais remplacer dans cette équation y' sur y à la puissance alpha, c'est z sur 1 moins alpha. 1 sur y à la puissance alpha moins 1, c'est z, c'est f de x z, plus g de x. Je factorise le tout par 1 moins alpha, j'aurai z égale à 1 moins alpha f de x z plus g de x 1 moins alpha. D'accord. Troisième question, on doit préciser les étapes à suivre pour résoudre l'équation 2. Alors, pour résoudre l'équation 2, trouvée ici, voilà l'équation 2. Alors, l'équation 2, trouvée ici, est une équation, regardez, est une équation linéaire de premier ordre. Alors, les étapes à suivre pour résoudre une équation linéaire de premier ordre, premièrement, on résout l'équation homogène associée à l'équation 2, c'est-à-dire on résout l'équation sans second membre. D'accord? Alors, je vais éliminer cette partie et je vais résoudre l'équation z égale à 1 moins alpha f de x z. C'est l'équation homogène associée à l'équation 2. Alors, on résout d'abord l'équation homogène associée à 2. Les solutions seront notées YH. Puis, on cherche solution particulière de l'équation solution particulière YP d'équation 2 par la méthode de variation de la constante. D'accord? Alors, deuxième étape, on cherche une solution particulière YP par la méthode de variation de la constante. D'accord? Donc, les solutions de 2 seront Y, c'est Y plus H, les solutions de l'équation homogène, plus YP, la solution particulière trouvée. Maintenant, les étapes à suivre pour résoudre l'équation 1. Je vais effacer ici. Alors, pour l'équation 1, on peut déduire les solutions de l'équation 1 à partir de l'équation 2. D'accord? Parce que ici, on a fait un changement de variable. Alors, on peut déduire, qu'est-ce qu'on a? On a z égale à 1 sur y à la puissance alpha moins 1. Donc, y à la puissance alpha moins 1, c'est 1 sur z, ce qui implique que y, ça va égal, c'est 1 sur z, le tout à la puissance 1 sur alpha moins 1. Donc, y, ça va égal, c'est 1 sur ZH plus ZB, c'est-à-dire solution homogène de l'équation 2 plus solution, pardon, ici on va noter Z parce qu'on travaille sur Z. Alors ici, les solutions homogènes seront ZH et les solutions particulières sera ZP. Donc ici, Z, ça va égal, c'est ZH plus ZP. Donc ici, Y, ça va égal, c'est 1 sur ZH plus ZP à la puissance 1 sur alpha moins 1. Ici, la question 3 demande seulement d'expliquer la méthode pour trouver ou bien pour chercher les solutions de l'équation. Alors, on a
préciser les étapes à suivre pour résoudre l'équation 2 puis l'équation 1. Parce que les équations de Bernoulli, on fait toujours ce changement z égale à 1 sur y à la puissance alpha moins 1 et on cherche l'équation, ça va transformer en une équation linéaire de premier ordre. On résout l'équation linéaire, après on déduit les solutions de l'équation de Bernoulli. On passe à la dernière question. Dernière question, c'est une application. Résoudre l'équation différentielle y' égale 1 sur 3 y tangente de x plus 1 sur 3 y au carré pour tout x appartenant à pi sur 2 pi sur 2. Et on cherche ici, c'est pas toutes les solutions, mais la solution qui vérifie y de 0 égale à 2. Alors ici, on a une équation de Bernoulli. Elle est de la forme qu'on a vu dans la question 1, avec f de x, c'est 1 sur 3 tangente de x, et g de x, c'est 1 sur 3, et alpha égale à moins 2. D'accord? C'est-à-dire y' égale 1 sur 3 y fois f de x c'est 1 sur 3 tangente de x, plus 1 sur 3 y à la puissance moins 2. C'est-à-dire que g de x, c'est 1 sur 3 et alpha c'est moins 2. Alors, on pose z égale à 1 sur y à la puissance alpha moins 1, c'est-à-dire 1, alpha c'est moins 2, moins 1 c'est moins 3, donc y égale à la puissance 3. On aura, d'après la question 2, que z', ça va s'écrire de la forme 1 moins alpha f de x z plus 1 moins alpha g de x, c'est-à-dire, dans notre cas, z', ça va égal, c'est 1 moins alpha, c'est quoi 1 moins alpha? C'est 1 moins 2, c'est 3, d'accord? 3 fois f de x c'est 1 sur 3 tangente de x, d'accord? Donc regardez-moi, 1 moins alpha, c'est, on nomme alpha égale à moins 2, donc 1 moins alpha, c'est 3 fois f de x, c'est-à-dire 1 sur 3 tangente de x, c'est tangente de x z. D'accord? Et s'écrit sous cette forme. Plus 1 moins alpha fois g de x. 1 moins alpha c'est 3 et g de x c'est 1 sur 3, donc c'est 1. Alors on va obtenir la deuxième équation qui s'écrit de la forme z' égale à tangente de x z plus 1. Maintenant, on va résoudre l'équation homogène associée à l'équation 2. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est-à-dire qu'on va éliminer ce terme. D'accord? On va résoudre l'équation z' égale à tangente de x fois z. Donc, on aura z' sur z, c'est tangente de x. Donc, une primitive de z' sur z, ça va égaler une primitive de tangente de x. Et tangente de x, c'est sinus de x sur cos de x. Et sinus de x sur cos de x peut s'écrire sur la forme cos de x' sur cos de x, d'accord? Cos de x', c'est quoi cos de x'? C'est moins sinus, avec le moins ici, on aura sinus, d'accord? Sur cosinus, donc log de z, une primitive de z' sur z, c'est log de la valeur absolue de z. Et une primitive de cos de x' sur cos de x, c'est log de la valeur absolue de cos de x avec le moins ici, plus une constante c qui appartient à R. Aussi, alors ici, moins log de cos de x, moins log de a, c'est log de 1 sur a. Donc c'est log de 1 sur cos de x plus constante. Donc on aura l'exponentielle, c'est la valeur absolue de z égale l'exponentielle de log, c'est 1 sur cos de x plus une constante. Donc on aura z, c'est plus ou moins l'exponentielle de c sur cos de x. Alors on va poser plus ou moins l'exponentielle de c égale à lambda. Alors on aura les solutions de l'équation homogène, ce sont de la forme ZH égale lambda sur cos de x avec lambda appartient à R.
Maintenant, on va chercher une solution particulière, ZP, par la méthode de la variation de la constante. D'accord? Alors, c'est-à-dire qu'on va poser Z de P égale un certain lambda x qui dépend de x sur cos de x et on cherche lambda x. D'accord? Alors, Z' de P, c'est quoi? C'est lambda prime de x fois cos de x moins cos de x prime, c'est moins sinus avec le moins, c'est plus. Alors, c'est lambda x fois sinus de x. C'est-à-dire que c'est lambda prime cos de x sur cos au carré de x, c'est lambda prime de x sur cos de x, plus sinus sur cosinus au carré, c'est-à-dire sinus sur cosinus fois 1 sur cosinus, c'est tangente de x sur cos de x. C'est-à-dire lambda x sur fois tangente de x sur cos de x. Alors, on va remplacer z' et z dans l'équation 2. On va trouver que lambda prime de x sur cos de x plus lambda de x tangente de x sur cos de x égale tangente de x fois z, c'est-à-dire fois z prime, lambda x sur cos de x fois tangente de x plus 1. Alors regardez ici, on a lambda x sur cos de x tangente de x, et ici lambda x tangente de x sur cos de x, je vais simplifier, il reste lambda prime de x sur cos de x égale à 1, c'est-à-dire lambda prime de x égale cos de x, ce qui implique que lambda x c'est sinus de x. Parce que le dérivé de sinus de x, c'est cos de x. Donc, z de p, ça va égal, c'est sinus de x sur cos de x, c'est-à-dire une solution particulière, c'est tangente de x. Alors, on peut déduire les solutions de l'équation homogène 2, ce sont de la forme z égale à zh plus zp, c'est-à-dire lambda sur cos de x plus tangente de x. Les solutions, d'après les solutions de l'équation 2, on peut déduire encore les solutions de l'équation de Bernoulli, ce sont de la forme. Alors, les solutions de l'équation 1, on a ici z égale à y à la puissance 3, c'est-à-dire que y égale à la racine de 3 de z. Donc, y ça va égal à la racine de 3 de z. Je remplace z par lambda sur cos de x plus tangente de x. Donc, c'est la racine 3 de lambda sur cos de x plus tangente de x. Maintenant, on cherche la solution qui vérifie y de 0 égale à 2. Donc, c'est-à-dire, ici, pardon, j'ai oublié, c'est-à-dire y de 0 égale à lambda sur cos de 0 plus tangente de 0. Donc, cos de 0, c'est 1. Et tangente de 0, c'est 0. Donc, on aura la racine de lambda, la racine troisième de lambda égale à 2, c'est-à-dire que lambda égale à 8. Donc, la solution qui vérifiait y de 0 égale à 2, c'est 8 sur cos de x plus tangente de x. C'est fini pour cette vidéo. Salam alaikum.